C'est bon? On me voit? Ok. Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Bien, aujourd'hui, je viens avec un autre style de vidéo. Voilà, c'est-à-dire, je viens faire une sorte de vidéo comparative, si je peux le dire ainsi, chose que je ne faisais pas avant. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo comparative. Comme ça, vous allez arrêter de m'écrire pour me poser des questions du genre Eddie, entre une lettre d'hébergement et puis un contrat de bail, qu'est-ce qui a le plus de chance? Eddie, entre un garant qui est en France et puis un garant qui est en Afrique, qu'est-ce qui a le plus de chance? Maintenant là, moi-même, je vais faire la comparaison pour vous, pardon, je vais faire la comparaison pour vous. Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les avantages de ça, les désavantages de ça. Vous allez juger ce qui vous arrange et puis on n'en parle plus. Hein? C'est bon, non? Voilà, donc cette vidéo-là, c'est pour parler de l'hébergement. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo comparative sur le garant en France, le garant en Afrique et les AVI. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Et puis voilà, me laisser un petit pouce vers le haut. Comme ça, YouTube va bien mettre mes vidéos là en haut là-bas. Et puis je vais être le meilleur YouTuber dans ce domaine. Générique. De retour, donc je compte sur vous pour faire de moi le meilleur youtubeur dans le domaine. Bon, actuellement même mes compétences parlent pour moi, mais il faudra que les abonnés aussi, ça puisse se refléter dans les abonnements. Hein? Donc à côté, j'ai oublié de le dire en introduction, j'ai créé un groupe Telegram qui a 1900 membres. C'est un groupe d'entraide et de soutien. On s'entraide, vous ne me payez pas. Non, en retour, là, dès que je poste, vous tous vous venez regarder. Comme ça, YouTube va bien mettre ma vidéo aussi. Donc, le groupe, je le mets en description, le lien du groupe et en premier commentaire. Je vais le fermer bientôt, sinon le groupe va être incontrôlable. Donc, dépêchez-vous d'y accéder. Bien, comme je le disais aujourd'hui, on va faire une vidéo comparative sur les lettres d'hébergement et le contrat de bail. Mais d'abord, je vais définir ces deux thèmes-là pour que vous puissiez savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, dans quelles conditions on a besoin de contrat d'hébergement, contrat de bail, pardon, ou dans quelles conditions on peut utiliser une lettre d'hébergement. Je vais commencer par la lettre d'hébergement. La lettre d'hébergement ou attestation d'hébergement, vous ne devez pas confondre cela avec attestation d'accueil. Parce que hier, j'ai eu quelqu'un qui confondait ça comme ça dans le groupe Telegram. L'attestation d'accueil est demandée seulement dans la procédure du visa touristique. Parce que l'attestation d'accueil dure 3 mois. Voilà. C'est demandé seulement dans la procédure du visa touristique. Sauf cette année où je ne me rappelle plus trop de quel pays, mais il y a un pays qui l'a exigé. Attestation d'accueil faite à la mairie. Voilà. Sinon, l'attestation d'hébergement, on n'a pas besoin d'aller à la mairie pour faire ça. Ceux que j'ai aidés l'année dernière, là, venez témoigner. Est-ce qu'on est passé à la mairie pour faire quelque chose? On s'est assis, le gars il a tapé l'attestation d'hébergement à la maison. Quand il a fini, il a signé, il n'a même pas légalisé. Parce que la légalisation non plus là. La légalisation aussi, ce n'est pas obligatoire. Donc les histoires d'attestation d'accueil à partir prendre à la mairie. Si vous voulez faire un visa touristique ou bien inviter votre maman ou bien inviter votre petit frère, là vous êtes dans l'obligation de faire une attestation d'accueil et non une attestation d'hébergement. Mais là vous venez pour études, pour un long séjour. Une lettre d'hébergement, une attestation d'hébergement suffit. On n'a pas besoin d'aller à la mairie pour ça. Sauf si le consulat de votre pays l'exige. Mais juste à ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays où l'attestation d'accueil est exigée. Pour le reste, c'est l'attestation d'hébergement. La légalisation n'est pas obligatoire non plus. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Et là, déjà, on voit un peu les premiers problèmes de la lettre d'hébergement. Parce que quand on regarde bien, en fait, la lettre d'hébergement, c'est vrai que ça passe au visa, il n'y a pas de problème.
Mais déjà, quand on s'imagine que quelqu'un va juste s'asseoir à la maison et puis faire une lettre et puis finir ici, vous voyez qu'on a l'impression que tout le monde peut le faire. Donc, niveau crédibilité, c'est vrai que ça passe au visa, hein, mais niveau crédibilité, c'est tellement pas si crédible que ça. Parce que n'importe qui peut se lever, écrire un truc là, et puis il vous donne ses papiers, alors qu'en réalité, il ne va pas vous héberger. Donc, vous voyez que le niveau de la lettre d'hébergement, de l'attestation d'hébergement, déjà, il y a un problème au niveau de la crédibilité. Ça, il faudrait que ce soit bien clair pour vous. Problème au niveau de la crédibilité. Vous pouvez bien vous asseoir, vous faire une lettre d'hébergement, même ça peut être votre papa, votre maman. Bon, si c'est papa, maman même, c'est beaucoup mieux. Mais attention, si vous utilisez vos propres parents que vous faire une attestation d'hébergement, assurez-vous que dans les années antérieures, vous n'avez jamais essayé de faire une procédure visa touristique ou je ne sais pas quoi. Si vous avez déjà essayé de faire une procédure étudiante avec les documents de vos parents quand vous avez refusé, ne les utilisez pas cette année. Si vous avez déjà fait une procédure passée pour pouvoir venir en France pour faire les vacances et tout, et que vous avez habité chez vos parents, que vos parents ne vous fassent pas d'attestation d'hébergement, sinon ils vont penser à un regroupement familial. Donc, j'espère que c'est clair. Pour revenir à nos moutons, je disais niveau crédibilité, il y a problème. Vous allez vous dire oui, mais après, celui qui me fait la lettre d'hébergement, l'attestation d'hébergement peut aller légaliser à la mairie et tout. Oui, il peut aller légaliser pour apporter une certaine authenticité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la légalisation qui ne se fait à la mairie, là, je ne sais pas comment je vais dire, ça ne remet pas en cause la crédibilité du document. Ce n'est pas parce que vous êtes allé faire légaliser un document à la mairie que ce qui est dit dans la lettre là, c'est vrai. Vous voyez ou pas? La légalisation qui se fait à la mairie, c'est juste pour dire que celui qui a écrit là, c'est vraiment lui qui a signé. C'est tout. Celui qui a donné ses papiers là, pour le logement, c'est vraiment lui qui a signé. C'est tout ce que la légalisation apporte de plus. Mais ça ne dit rien au consulat sur est-ce que vous allez réellement habiter dans le logement. Donc vous voyez que niveau crédibilité, la lettre d'hébergement, l'attestation d'hébergement n'est pas très crédible. Ça peut passer, mais c'est pas très crédible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, retenez ça. Niveau attestation d'hébergement, qu'on appelle encore lettre d'hébergement, il y a le souci de crédibilité. Retenez ça. Maintenant, je vais passer au contrat de bail. Le contrat de bail, il s'appelle aussi contrat de bail ou contrat de location, ou en tout cas, il y a d'autres noms, mais c'est toujours contrat de quelque chose. Hein? Donc, si vous louez un logement et puis ce n'est pas écrit dessus contrat de bail, puis c'est écrit contrat de location, c'est le même nom. Hein? C'est français. Vous avez compris. Voilà. Donc, le contrat de bail, comment on peut l'avoir? Pour ceux qui ne savent pas, le contrat de bail, il est donné lorsque vous louez un logement chez un propriétaire de maison ou auprès d'une agence immobilière. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous partez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un logement il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait 2 vidéos même où je donne des astuces pour pouvoir trouver un logement et tout. Donc, vous louez un logement et lorsque vous payez la caution du logement et le loyer, souvent le loyer, mais ce n'est pas toujours. Il y a des propriétaires, il suffit juste de payer la caution du logement et puis il vous envoie le contrat de bail. Donc, lorsque vous payez la caution du logement, il vous envoie le contrat de bail. Donc, le contrat de bail ou le contrat de location, on l'a seulement lorsque on loue un logement. Et c'est bien possible de louer même quand on est à l'étranger. C'est ce que j'ai fait et puis je suis en France ici. Mais il faut avoir l'argent. Voilà. Donc, c'est ça. Le contrat de bail, pour moi, je trouve que le contrat de bail a beaucoup plus de crédibilité. Parce que lorsque tu viens avec un contrat de bail, le consulat a l'assurance que maison, son papier tu as envoyé là, papier de maison tu as envoyé là, tu vas vraiment habiter dedans parce que tu es censé louer. Tu as loué, tu as donné caution, tu as donné loyer. Donc forcément tu vas habiter dedans, tu ne peux pas aller ailleurs.
Donc pour eux, c'est beaucoup plus une garantie que tu as quelque part où rester. Même vous-même analysez. L'aide d'hébergement là, moi-même je peux me lever tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui veut bien donner ses papiers pour vous héberger quelque part là-bas, il peut me lever moi-même, je m'assois, je tape la lettre, je finis, je lui envoie le signe, on prend ses papiers puis on vous envoie. Vous voyez que c'est tellement facile à trouver. Alors que le contrat de bail, il a beaucoup plus de crédibilité parce qu'on ne sait pas comment vous allez duper le patron, comment vous allez duper le propriétaire des maisons. Vous voyez ou pas? Donc, le contrat de bail, pour moi, il a beaucoup plus de crédibilité. Au regard de tout ce que j'ai eu à dire, vous-même, vous pouvez voir que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc, pour conclure, la lettre d'hébergement ou attestation d'hébergement, ça passe au visa. Certains ont eu le visa avec. Mais soyez conscients du risque que si vous tombez sur un mauvais jour, sur quelqu'un qui est au consulat qui se dit que ça n'a pas l'air très crédible et tout, vous n'allez pas avoir le visa pour motif 4 et 5. Vous voyez ou pas? Alors qu'un contrat de bail, il n'y a pas de discussion. Tu as loué, il n'y a pas de est-ce qu'il va vraiment habiter, est-ce qu'il ne va pas habiter et tout là. Non, il n'y a pas ça. Et puis en plus, encore même le problème dans la lettre d'hébergement, l'attestation d'hébergement, lorsque vous faites, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Celui qui vous héberge, par exemple, là, doit avoir un logement assez grand. Et c'est 9 mètres carrés minimum par habitant. C'est-à-dire, s'il est dans son logement, qu'il est seul, il a besoin de 9 mètres carrés pour lui seul. Si il doit vous héberger en plus, son logement doit faire au minimum 18 mètres carrés. Vous voyez ou pas? Donc, c'est 9 mètres carrés par personne. Maintenant, s'il est déjà dans un logement qui fait peut-être 16 mètres carrés ou bien qui fait 18 mètres carrés, c'est déjà bien. S'il est seul, il peut vous héberger. Mais si dans un logement de 18 mètres carrés, ils sont déjà 4. Vous-même vous imaginez, je dis, comment on appelle, 9 mètres carrés par personne. Lui, il est dans 18 mètres carrés. Pour 3 personnes, normalement, ça doit être 27 mètres carrés. Je vous dis toujours 9 mètres carrés par personne. Donc, s'il est seul, on doit vous ajouter, vous faites plus 9 mètres carrés. S'ils sont 2, déjà, vous voyez combien de 9 mètres carrés ils doivent avoir. Parce que s'ils sont 2, 9 mètres carrés par personne, ça devient 18 mètres carrés. Plus vous, ça devient 27 mètres carrés. Mais s'ils sont 4 dans une maison qui n'est même pas assez grande, qui est 18 mètres carrés, vous allez venir vous ajouter dessus. Alors que chaque personne est censée avoir 9 mètres carrés pour lui. On s'en fout. J'étais en train de le dire dans le groupe Telegram tout à l'heure. On s'en fout du nombre de chambres. Moi, je suis ici, là, chez moi ici, c'est 9, c'est comment on appelle, une chambre salon, mais c'est 50 mètres carrés. Vous voyez, c'est une chambre salon, mais c'est 50 mètres carrés. Je peux bien héberger quelqu'un si moi je le souhaite. Vous voyez, parce que quand je le dis, 50 mètres carrés ici, là, je peux prendre jusqu'à encore 3 à 4 personnes pour rester chez moi. Parce que un peut dormir là, un peut dormir sur un canapé lit, on peut enlever la télé, on va mettre. Donc vous voyez qu'on s'en fout clairement du nombre de personnes. Ce qui est important, c'est le nombre de mètres carrés habitables. Donc vérifiez bien. Si vous voulez aller habiter chez quelqu'un, renseignez-vous, ils sont déjà combien dans le logement. S'il te dit par exemple que lui, il a un 18 mètres carrés et puis il te dit ils sont 3, toi, il ne faut même pas venir t'ajouter. Parce que s'ils sont 3, normalement même là, le minimum devait être 27 mètres carrés. Donc toi, vous imaginez, toi, le 4, comme tu as venir t'ajouter dessus pour venir encore ajouter 9 mètres carrés de plus qu'il n'a pas. Donc il y a la contrainte de l'espace. Et puis aussi, souvent vous respectez les espaces, mais l'attestation d'hébergement ne passe pas parce que votre garant, celui qui va vous héberger là, il a trop d'amendes qu'il n'a pas payé. Alors que ici là, quand tu es fiché là, tu n'as pas de privilèges en fait. Tu as fouillé là, il a trop d'amendes, près de 600 amendes quelque part là-bas, il n'a pas payé. Donc pour la lettre d'hébergement, il y a trop de trucs à prendre en compte. Donc moi personnellement, si vous galérez pour avoir un logement, en tout cas, privilégiez les contrats de bail au maximum. Si vous n'avez pas d'autre choix, prenez les lettres d'hébergement ou les attestations d'hébergement. Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas le choix. Maintenant, si vous galérez pour trouver les contrats de bail, vous venez me voir. On va s'arranger. Mais sinon, c'est vraiment le contrat de bail qui est à privilégier parce que là, il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas en train de dire que les attestations d'hébergement ne passent pas. Parce que hier, voir des gens en commentaire pour venir
contester quelque chose que je n'ai pas dit pour dire ouais, il dit l'attestation d'hébergement ça passe, moi j'ai eu mon visa avec. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous-même analysez bien tout ce que j'ai eu à dire. Vous allez savoir que le contrat de bail vous donne plus de chances qu'une lettre d'hébergement. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon pouce vers le haut. Je dis, je dois être le meilleur youtubeur dans le domaine. Hein? Donc, mettez mon pouce là. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que je vais comparer Garant en France et puis Garant en Afrique, ou bien aux Caraïbes, ou bien au Canada. Pour voir qui a le plus de chance. Vous voulez vous visa ou bien vous ne voulez pas. Donnez-moi mes j'aime là-bas. À la prochaine.